Je voudrais tenter de prolonger, Simone, ce que je t'ai dit l'autre jour à propos du vertigineux embarras qui nous terrasse, tous autant que nous sommes, lorsque nous subissons l'avalanche quotidienne des mauvaises nouvelles en provenance du monde entier. Des catastrophes, des guerres, des accidents, des morts par milliers, des blessés, des malades, des opprimés, des kyrielles de tragédies, et nous, en face, impuissants, découragés, affligés certes, mais surtout paralysés. Tétanisé. Oui, les mots ne manquent pas pour dire notre impuissance. Or, cette impuissance est douloureuse et dramatique en elle-même, mais elle a par-dessus le marché une sorte d'effet pervers, en ceci que, faute d'un levier pour agir, nous finissons par consommer tous ces événements comme autant de jeux. Oh, il n'est pas très bien vu de l'avouer, et nous enfouissons plus volontiers nos têtes de voyeurs dans le sable de notre bonne conscience. Mais pour ma part, je le confesse, et simultanément j'en demande pardon, je me sens spectateur des événements qui secouent le monde. Voyeur. Oui, le mot est violent, mais pas déplacé. Qu'est-ce que je fais, par exemple, de la situation en Côte d'Ivoire ? Eh bien, je regarde le match. J'ai mon préféré, je prends les paris, un but pour Gbagbo, égalisation par Ouattara, il reste environ 2 mois à jouer. Ah, on dirait que Gbagbo reprend l'avantage. Non, finalement, la réplique de Ouattara fait mouche. Le match n'est pas terminé, la suite demain. Et pourtant, tout ça n'a rien d'un jeu. Non, évidemment, mais vu d'ici, vu de si loin, par moi qui suis si petit, ça ressemble à un jeu de con, mais un jeu. Tiens, qu'est-ce que je fais de la situation en Libye ? Eh ben, je m'intéresse au film. Je me passionne. J'ai bien identifié les bons et les méchants. Je crois connaître la fin. Les méchants vont perdre. Mais quand précisément ? Et y aura-t-il de belles images au passage ? La suite demain. Vu d'ici, vu de si loin. Eh oui, et qu'est-ce que je fais de la situation au Japon ? Eh bien, je suis le match, tout en regardant le film. Les spécialistes triompheront-ils de la centrale en décapilotade ? J'espère. Ils viennent d'ailleurs de marquer des points, mais on n'est pas à l'abri d'un coup de théâtre. Ce serait palpitant, je le dis tout bas, si ça se remettait à exploser dans tous les sens. Ce serait triste pour les victimes, bien sûr, mais je ne les connais pas. Ce seront pour moi des sortes de morts virtuelles, comme dans un jeu vidéo. Et n'oublions pas le film au Japon. On a déjà eu de bien belles images. Pardon, des images tragiques. Je me les suis repassées plusieurs fois. C'est beau, un tsunami, quand on n'est pas dessous. Et le tremblement de terre, d'une magnitude historique. Y aura-t-il des répliques ? Je ne dis pas que je le souhaite, évidemment. Mais puisque ça ne change rien à la réalité, que je le souhaite ou que je ne le souhaite pas, je peux bien le souhaiter un peu en cachette, pour le plaisir des images et l'intensité de la sensation. Je pourrais dire à mes petits-enfants, la catastrophe de 2011 au Japon, j'y étais. Ou plutôt, je n'y étais pas. C'est bien pour ça que je peux vous en parler. Mais j'ai tout vu. C'était terrible. Bon, puisqu'on en est aux confidences, moi aussi. Moi aussi, je me surprends à envisager les choses de cette manière. Je le déplore, mais je ne peux pas le nier. Alors je vais te poser la même question qu'hier. Que faut-il faire ? Eh bien, Simone, je vais te faire la même réponse qu'hier. Aussi claire et aussi définitive, je ne sais pas. Alors j'ai bien fait de racheter du Prozac. Ma chère Simone, à quelques jours du second tour des élections cantonales, permets-moi de te donner mes pronostics pour les 23 cantons du département du Gard qui étaient renouvelables. Ça va pas être un peu fastidieux ? Si ? Et alors ? Non, rien. Ok. Dans le canton d'Aigues-Mortes, qui comprend les communes d'Aigues-Mortes, Le Gros-du-Roi et Saint-Laurent-des-Gouzes, la situation me semble incertaine. Dans le canton d'Alès-Nord-Est, qui comprend les communes d'Alès pour sa partie nord-est, Rousson, Saint-Julien-les-Rosiers et Saint-Martin-de-Valgalgues, rien n'est joué. Dans le canton d'Alès-Ouest, qui comprend les communes d'Alès pour sa partie ouest, Sandras, Saint-Christol-les-Alès, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Paul-Lacoste et Soustelle, rien n'est joué non plus. Dans le canton d'Alzon, qui comprend les communes d'Alzon, Arrigas, Aumessas, Blandas, Campestreluc et Vissec, l'élection est acquise dès le premier tour. Tout est joué donc. Exactement. Dans le canton de Barjac,
qui comprend les communes de Barjac, Méjeanne-le-Clap, Rivière, Rochegude, Saint-Jean-de-Maruéjol et Avégent, Saint-Privat-de-Chanclot et Tarot, la gauche devrait logiquement l'emporter. Dans le canton de Bessèges, qui comprend les communes de Bessèges, Bordezac, Gagnères, Permal et Robiac-Roche-Sadoul, M. Bernard Portalès est élu dès le premier tour. Dans le canton de Lédignan, qui comprend les communes d'Aigremont, Boucoiran et Nozières, Cardet, Cassagnol, Domessargues, Lédignan, Lézan, Maruéjol-les-Gardons, Massanes, Moressargues, Saint-Bénézet et Saint-Jean-de-Serre, la situation ressemble à celle du canton de Barjac. Dans les cantons de Nîmes 3, Nîmes 4 et Nîmes 5, le second tour sera décisif. Tu es sûr de toi? Certain. Dans le canton de Pont-Saint-Esprit, qui comprend les communes d'Éguès, Carsan, Cornillon, Le Garn, Goudargues, Issirac, Laval-Saint-Roman, Montclus, Pont-Saint-Esprit, Saint-Alexandre, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Christol-de-Rodière, Saint-Julien-de-Pérolas, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Paulet-de-Caisson et Salazac, là, je le dis honnêtement, je n'ai pas de pronostic. La classe. Dans le canton de Roquemaure, qui comprend les communes de Laudun, Lirac, Montfaucon, Roquemaure, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Laurent-les-Arbres, Saint-Victor-Lacoste, Sauveterre, où j'ai passé mes vacances il y a 4 ans, et Tavel, ce sera probablement très serré. Dans le canton de Saint-André-de-Valborgne, qui comprend les communes de l'Estréchure, Pérol, Les Plantiers, Saint-André-de-Valborgne et Saumanne, je vois une victoire de la gauche. Dans le canton de Saint-Chapt, qui comprend les communes d'Aubusargues, Baron, Bourdic, La Calmette, Collorgue, Dion, Foissac, Garrigue-Sainte-Eulalie, Montignargues, Moussac, La Rouvière, Sainte-Anastasie, Saint-Chapt, Saint-Déshéry, Saint-Geniès-de-Malgoirès et Sauzet, la bataille sera rude. Dans le canton de Saint-Jean-du-Gard... Chérie. Un problème? Oui, on nous fait signe que le temps imparti est écoulé. Ah mais ce n'est pas un problème. On finira demain. Comme promis Simone, la suite de mes pronostics pour le second tour des cantonales dans le département du Gard. Chose promise, malheureusement. Alors, dans le canton de Saint-Jean-du-Gard, qui comprend les communes de Corbès, Mialet et Saint-Jean-du-Gard, M. Lucien Aforti est élu dès le premier tour. Rien à dire, donc. Rien. Mais dans le canton de Saint-Mamère-du-Gard, qui comprend les communes de Cavérac, Clarensac, Combas, Crespian, Fons, Gajan, Montagnac, Montmirail, Montpézat, Moulaisan, Parignargues, Saint-Beauzély, Saint-Côme-et-Maruéjols et Saint-Mamère-du-Gard, tout reste à jouer. Dans le canton de Sommières, qui comprend les communes d'Aigues-Vives, Asper, Aubais, Aujargues, Boissière, Calvisson, Congéniès, Fontanès, Junas, Langlade, Lec, Nage et Solorgue, Saint-Clément, Saint-Dionysie, Salinel, Sommières, où j'avais des amis, Souvignargues et Villevieille, bien malin qui saura prédire le résultat. Joker, pour ma part. Dans le canton de Sumène, qui comprend les communes de Roquedur, Saint-Bresson, Saint-Julien-de-la-Nef, Saint-Laurent-le-Minier, Saint-Martial, Saint-Roman-de-Caudière et Sumène, M. William Toulouse l'a emporté au premier tour. Dans le canton de Trèves, qui comprend les communes de Causse et Bégon, Dourby, Lanuéjols, Revence, Saint-Sauveur-Camprieux et Trèves, pas de second tour, puisque M. Martin Delors est élu au premier tour. Bravo. Dans le canton d'Uzès, qui comprend les communes d'Égalier, Arpaillargues et Aurillac, Blozac, La Capelle et Masmolène, Flot, Montarin et Saint-Médier, Saint-Hippolyte de Montaigu, Saint-Maximin, Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Siffray, Saint-Victor-des-Oules, Sanilac et Sagriès, Servier et La Baume, Uzès et Valabrique, ça se jouera à peu de choses. Dans le canton de Vauvert, qui comprend les communes d'Aubord, Beauvoisin, Berny et Vauvert, on en saura plus dimanche prochain. Purée, c'est balèze, l'analyse politique. Enfin, disons pour moi qui n'y connais rien. Bon, alors laisse-moi faire. Dans le canton de Vézénobre, qui comprend les communes de Brignon, Brouzel-les-Alès, Castelnau-Valence, Cruvier-la-Cour, Daux, Euzet, Martignargues, Monteil, où j'ai failli faire du cheval. Mais la question n'est pas là, ce serait trop long à raconter. Ners, Saint-Césaire de Gausignan, Saint-Étienne-de-l'Olme, Saint-Hippolyte-de-Caton, Saint-Jean-de-Sérargues, Saint-Just-et-Vaquière, Saint-Maurice-de-Casvieille, Seine et Vézénobre, le suspense est total. Et enfin, dans le canton du Vigan, le 23e de notre liste, qui comprend les communes d'Arfy, Ars, Aulas, Avez, Bèze et Esparon, Bréau et Salagos,
Mandagou, Mars, Molière-Cavaillac, Mondardier, Pommier, Rogue et Le Vigan, le candidat vert me semble bien parti. Il est bien parti ou il te semble bien parti? J'ai le temps de développer l'analyse? Non. Bon, et ben alors à dimanche. Et à demain. Simone, ma chère Simone, je voudrais élever non pas une, mais 3 protestations. Une très ancienne, une plus récente et une nouvelle. Par où je commence? Vas-y dans l'ordre chronologique. L'ancienne donc. C'est à propos du code de la route, une de mes marottes. Parmi les facteurs accidentogènes, pour reprendre ce néologisme pitoyable, on dénonce depuis longtemps l'alcool, la drogue, la somnolence, la vitesse, et on a bien raison. Mais il y a un facteur qui me semble essentiel et qu'on ne nomme jamais, c'est l'agressivité du conducteur, son caractère belliqueux. Une grande part de la violence routière est imputable à tous ces cons. Il y a aussi désormais quelques connes, c'est un signe des temps. Tous ces cons qui croient être ou veulent être les rois de la route et qui sont prêts à tout pour satisfaire leur pulsion dominatrice. Quant à moi, Simone, je préfère croiser la route d'un mec bourré et débonnaire que celle d'un gars à jeun, mais agressif et mégalo. Étant entendu que bien souvent, les deux vont de pair, alcool et agressivité. Et donc? Donc, il est urgent de compter au nombre des comportements délictueux les comportements agressifs et belliqueux au volant. Je sais bien que c'est très difficile à mesurer, je comprends bien que c'est assez subjectif et inchiffrable, mais je ne retiens pas l'argument dans la mesure où tous les autres comportements délictueux supposent une part de subjectivité, d'appréciation, qui ne les empêche pourtant pas d'être réprimés. Je réclame donc, une fois de plus, l'introduction dans le code de la route d'un délit d'incivilité ou d'agressivité, lequel délit devra, à mon goût, être sévèrement puni. Une plus récente? Oui. Là, il s'agit de ma protestation contre les porteuses et porteurs de gros sacs qui, dans les cocktails, buffets et autres rassemblements en position debout, occupent, encombrent, eux et leurs gros sacs, le double de l'espace ordinairement dévolu à un seul individu. Lorsque 2 femmes, munies de 2 gros sacs en bandoulière, sont en train de bavarder, à 80 cm l'une de l'autre, dos à dos, l'une avec le groupe G1, l'autre avec le groupe G2, elles ne devraient pas ignorer que le passage de 80 cm par hypothèse entre les 2 groupes est impraticable en raison de la présence de leurs 2 sacs. Elles ne devraient donc pas incendier du regard, quand ce n'est pas davantage, le malheureux qui, pour se frayer un passage vers la sortie, s'est vu dans l'obligation impérieuse de pousser légèrement leur gros sac. Voilà, c'est le combat que j'appelle « combat pour la conscience du gros sac ». Je trouverai peut-être bientôt une meilleure appellation. Et une protestation toute neuve? Oui, nous y voilà. Comme tu le sais, les sites Internet sont de plus en plus souvent financés par la publicité. Or, sur plusieurs des sites que j'utilise et fréquente régulièrement, et particulièrement sur les sites de Radio France, la publicité qui règne en maître est celle d'une société de vente par correspondance, La Redoute, pourquoi ne pas la nommer, qui nous présente sa collection de lingerie sexy, et qui n'y va pas de main morte. Que tu le veuilles ou non, tu vois défiler sur ton écran d'ordinateur des femmes sublimes. Tu me diras que les photos sont retouchées, je te répondrai que ça ne change rien. Des femmes sublimes, dans les tenues sexy les plus suggestives et affriolantes qui soient. Et ça te dérange? Ça dérange ma concentration en tout cas. Et, surtout, si j'étais une femme, je ne suis pas sûr que je verrais cet étalage aliciant d'un bon œil. Mais tu n'es pas une femme. Et ben voilà, on a au moins établi quelque chose de concret. J'enrage, Simone. Je fais le maximum, tu le vois bien, pour que nos conversations collent à l'actualité. Et là, je ne peux malheureusement que constater la boulette. Nous sommes le lundi 28 mars. Ça fait donc une semaine que le printemps est arrivé et j'ai complètement oublié de le mentionner.
Les gens ont pu en être informés par d'autres canaux, tu ne penses pas? Une partie des gens, Simone, probablement, oui. Mais pense à tous ceux qui me font tellement confiance et qui comptent tellement sur moi qu'ils ne suivent plus l'actualité que par ma voix. Ceux-là n'ont pas été mis au courant de l'arrivée du printemps. Ils ne l'apprennent qu'aujourd'hui, avec une semaine de retard. Il y a même sans doute parmi eux des gens qui ont entendu dire dès le 21 que le printemps était arrivé, mais qui, ne l'ayant pas entendu par ma voix, en ont conclu qu'il s'agissait d'une erreur. Des gens qui ont donc vécu toute la semaine qui vient de s'écouler en hiver. Des gens qui n'ont pas scruté le retour des hirondelles, ni l'éclosion des bourgeons. Des gens qui se sont peut-être même étonnés qu'il ne neige pas. Bref, de braves gens auxquels, par négligence, par inconséquence, j'ai volé une semaine de printemps. Tu leur rendras à l'été. C'est tentant, en effet. Il me suffira de n'annoncer l'arrivée de l'été que le 28 juin, et les malheureux auront récupéré leur semaine de printemps. Mais j'ai réfléchi, figure-toi. Et je me suis rendu compte que ce subterfuge aurait pour conséquence de leur subtiliser une semaine d'été, qu'ils ne pourraient alors rattraper qu'à l'automne, au prix d'une semaine d'automne. Non, tu as beau vouloir me réconforter, et je t'en remercie, le mal est fait, la boulette est consommée, j'ai manqué d'à propos, je me suis laissé déconcentrer par les événements du Japon et de la Libye, et voilà, j'avais la tête ailleurs, je n'étais pas au jeu. Je n'ai pas annoncé l'arrivée du printemps le jour où le printemps arrivait. Autant je m'étais montré performant, pointu même, à Noël puis au Nouvel An, autant j'ai lamentablement défailli lundi dernier. Mais te désole pas tant. Ça change quoi après tout de savoir que c'est le printemps? Ça change tout, Simone. L'hiver, c'est la saison du gris, du froid, des malheurs, des échecs, des chagrins, des regrets. C'est la saison pourrie par excellence. C'est la saison dont personne ne veut, celle de la débâcle, celle des fiascos et des bérésinas, la saison des engelures et des chemins de fer bloqués. C'est la saison à éviter. Alors tu penses bien, quand cette saison maudite prend fin, il est essentiel d'en être averti tout de suite, pour pouvoir afficher à nouveau le joli sourire de ses 20 ans, et s'exclamer, les yeux embués de larmes de joie, « Ça y est, c'est bon, c'est le printemps !» Fini les cauchemars, balayés les fléaux, envolés les soucis, voici venu le temps des étreintes passionnées, des barbecues sans retenue, du bonheur sans entrave. Le passage de l'hiver au printemps, Simone, c'est la bascule magique des larmes au rire, du noir au blanc, de la nuit au jour, de la boue à l'or. Quand tu as bien compris ça, tu as du mal, fais-moi confiance, à pardonner à ceux qui t'ont fait perdre 1, 2, 3 jours, ou pire, une semaine, sur cette providentielle résurrection. Oserais-je encore sortir dans la rue? Ne vais-je pas être montré du doigt comme le dernier des brigands? Ne vais-je pas ployer sous les colibets et les jérémiades d'un peuple assoiffé de bonheur que j'ai maintenu une pleine semaine la tête sous l'eau par criminelle inadvertance? À ta place, je tenterai le coup. Sors dans la rue, tu verras bien. Si ça se trouve, personne ne fera attention à toi. En plein printemps? Je passerai inaperçu en plein début de printemps? Oh, si c'est comme ça, Simone, le printemps ne vaut pas mieux que l'hiver. J'exagère, bien entendu, mais c'est pour dire. On peut retourner le truc dans tous les sens. Un changement de saison, c'est toujours un problème. On parle de tout dans les dîners en ville. Hein, Simone? De tout, vraiment? De tout, j'exagère, mais dans les dîners que je fréquente, on parle de beaucoup de choses. Ainsi, l'autre jour, au cours d'un dîner en ville, juste avant le dessert, c'est-à-dire au moment du fromage, mais il n'y avait pas de fromage, c'est pourquoi je préfère dire juste avant le dessert, la question a été posée de savoir si le fait d'allaiter son enfant abîme les seins d'une femme. Cette question peut sembler incongrue en fin de repas, mais elle concerne des milliers, millions, milliards de femmes. Ça fait pas mal de monde. Surtout si on ajoute leurs maris ou compagnons, qui sont également, même si indirectement, concernés. Les convives constataient que certaines femmes voient fondre leurs seins au cours ou au terme de la période d'allaitement, et d'autres, non. On ne sait pas pourquoi, et dans l'état actuel des connaissances, on est incapable de prédire si une femme qui allaite conservera ou non ses seins. Tu as un avis, toi? Aucun. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'évoquer ici la question. Parce que la plupart du temps, j'ai un avis.
y compris sur des questions qui ne concernent pas grand monde, sur des problèmes dont à peu près tout le monde se fiche. Là, par contre-pied, il me semblait judicieux de poser un problème qui intéresse presque tout le monde, mais sur lequel je n'ai pas d'avis. Je tiens pour certain que les années qui passent finissent par abîmer les seins des femmes, comme elles abîment toutes choses. Les années, pas les femmes, tu m'as bien compris. Mais quel est l'impact de la grossesse et celui de l'allaitement ? Je suis incapable de le dire. Il est certainement variable, cet impact, comme le constataient mes commensaux. Mais variable comment ? Variable combien ? Variable en fonction de quels paramètres ? Je n'en sais rien, et je ne sais même pas si quelqu'un en sait quelque chose. Les spécialistes ? Justement, il n'est pas dit que les spécialistes soient plus renseignés que nous. Et ça doit être terriblement douloureux pour eux, puisque en tant que spécialistes, ils sont supposés avoir les réponses. Ne pas les avoir est probablement source de grande frustration, et peut-être même de grand désarroi. Alors que moi, puisque je ne suis pas spécialiste, j'assume assez tranquillement le fait de ne pas savoir. Tiens, par exemple, en tant que spécialiste des mots, je serais extrêmement contrarié de ne pas pouvoir énumérer les homonymes du mot « saint ». Le saint du calendrier, l'adjectif « saint » qui signifie « en bonne santé », et le participe passé du verbe « ceindre », saint, celui qui donne les femmes enceintes. Mais ne pas pouvoir dire à une femme qui a de gros seins si elle les conservera après une grossesse et un allaitement, ça ne me perturbe pas. Au contraire, un gynécologue obstétricien assumera sereinement de ne pas pouvoir dresser la liste des homonymes, mais il sera certainement très embarrassé et peut-être même un peu déconfit lorsqu'une femme enceinte lui demandera un pronostic sur la grosseur de ses seins. Vous avez dit tout ça au dîner ? C'est passionnant. Ah mais attends, on n'a pas parlé que de ça. Notamment parce que, à peu près aux 2/3 du dessert, une polémique s'est élevée entre Hélène et Raphaël, Hélène prétendant avoir habité 15 jours chez Raphaël en 1997, et Raphaël affirmant qu'il n'en était rien, et que dans le cas contraire, il s'en souviendrait forcément. Dire que pendant ce temps-là, je dînais toute seule à la maison. J'hésite, Simone. J'hésite entre parler des chaînes de télévision qui continuent, malgré mes admonestations rugissantes, de contourner l'interdiction qui leur est faite de solliciter des appels téléphoniques surtaxés sans les accompagner d'un jeu, en proposant en guise de jeu des questions aussi triviales que « Quel est l'animal qui pond des œufs ? 1. La poule ou 2. L'aspirateur ?» J'hésite entre parler de ça et parler de ce que serait notre langue si, par je ne sais quel concours de circonstances, le système de négation, au lieu d'utiliser les mots « pas » et « point » par propagation des formules « je ne marche pas » ou « je ne vois point », utilisait les mots « mi » ou « goutte », comme dans « je ne mange mi » ou « je ne bois goutte ». J'hésite. Va bien falloir que tu te décides. Je sais, et c'est pas facile. D'un côté, il y a un scandale à dénoncer, la transgression éhontée d'une règle simple et d'intérêt général, qui tente d'empêcher l'enrichissement sans cause du diffuseur. Je dis bien qui tente, parce que même si la question posée n'était pas totalement débile, il faudrait quand même un tirage au sort pour désigner le gagnant. Et on se retrouverait dans ce système obscène où il suffit à une entreprise de mettre 1 000 € en jeu pour en gagner 10 000 en encaissant les surtaxes téléphoniques. Dans tous les cas, il y a entorse au principe du monopole du jeu d'argent par l'État, qui est un bon principe, puisqu'au moins l'argent gaspillé retourne à la collectivité. Sévèrement amputé, mais il retourne. Quoi qu'il en soit, la télévision ne se donne même pas la peine de faire vaguement semblant. Elle sabote ouvertement le jeu qu'elle est supposée proposer, en posant des questions dont même une poule connaît la réponse. Même un aspirateur ne peut pas se tromper. Je vois Julien Lepers, le chantre des jeux intelligents et pas vulgaires, poser avec un sérieux papal la question suivante: à quel chanteur d'origine arménienne doit-on la chanson La Bohème ? 1. Charles Aznavour ou 2. Tino Rossi. On ne souffle pas, ajoute-t-il, c'est aux téléspectateurs de jouer. Si vous avez la réponse ou si vous pensez avoir la réponse, appelez le numéro qui s'affiche sur votre écran de télévision public. C'est un cas flagrant de cynisme commercial et qui se renouvelle toutes les heures sur toutes les chaînes. Ça vaut le coup d'en parler. Je pense bien.
Voilà. Mais la négation aussi, c'est intéressant. Et puis c'est plus rigolo. C'est le fameux processus dit de grammaticalisation qui a abouti à la généralisation du pas et du déjà marginal point dans la tournure négative, alors que ce pas désignait bel et bien au départ le pas du marcheur, et que ce point était le point qu'on ne voit pas quand on ne voit point, comme la goutte qu'on ne voit point quand on y voit goutte. Il s'en est fallu de peu qu'on dise couramment « tout ça ne vaut mille la peine ». Je ne trouve goutte les clés dans le tiroir. Tu ne comprends mi ce qui se passe. Ou encore, il ne comprend goutte pourquoi tu ne lui parles mi. On aurait demandé au plombier « est-ce que le robinet goutte ?» Il aurait répondu « non, rassurez-vous, il ne goûte goutte ». Quelle est cette note aurait demandé le professeur de solfège en jouant un fa sur le piano. Un mi aurait proposé quelqu'un d'un peu sourd. Non, ce n'est mi, aurait tranché le professeur. Et ce n'est goutte sol non plus. Quel est le premier mot de la phrase « papa n'en a pas » C'est pas ? Non, ce n'est pas, c'est papa. Mais le dernier mot, c'est pas. Ce n'est mi papa, qui est le premier. Ce n'est goutte en, qui est le troisième. C'est pas. Tu vois, c'est amusant. Et c'est ainsi que surgit le dilemme. D'un côté, un sujet de mécontentement, de l'autre, un sujet d'amusement. Les deux ont leurs atouts. Lequel aborder ? J'hésite, je ne sais pas. Et si tu parlais des deux ? Comment ça ? Non, je plaisante. Simone, les océans absorbent le gaz carbonique. C'est une chose que tu ne peux pas nier. L'humanité produit de plus en plus de gaz carbonique, surtout depuis la révolution industrielle du 19e siècle. C'est une chose que tu ne peux pas davantage nier. Il y a par conséquent de plus en plus de gaz carbonique dans l'eau des océans. C'est un phénomène qu'on appelle l'acidification des océans, qui a progressé, si j'ose dire, de 30% en un siècle. C'est un phénomène que tu ne peux pas contester. Or, cette acidification perturbe l'odorat des poissons et réduit de 50% la calcification des coraux. Tu ne peux pas me dire le contraire. Je peux rien dire alors aujourd'hui. Si, ne t'emballe pas, Simone, tu peux dire des tas de choses, tu peux approuver, tu peux abonder dans mon sens. Mais, je le reconnais, tu ne peux pas me démentir. Je n'ai pas envie d'être contredit aujourd'hui. Et cela d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de me contredire. J'énonce des faits, des données irréfragables, des chiffres indiscutables. J'accepte éventuellement d'être contredit au chapitre des conclusions, mais pas au chapitre des prolégomènes. Voilà, les océans s'acidifient, celui qui dit le contraire est un voyou. Admettons. Et donc ? C'est regrettable. Pas tellement pour les baigneurs, qui ne sentent pas la différence. En tout cas, moi, je ne la sens pas. À Pornichet, l'an dernier, je n'ai pas senti l'eau plus acide qu'au Croisic en 1975. J'ai même un copain qui fait de la plongée sous-marine. Il a plongé au même endroit à 5 ans d'intervalle. La deuxième fois, je lui ai demandé « T'as senti une différence ?» Il m'a répondu « Aucune ». C'est bien la preuve. Admettons. Et alors ? Alors, c'est pour l'odorat des poissons que ça me tourmente. Je n'avais pas réalisé que les poissons avaient un odorat, et le jour où je le réalise, j'apprends que cet odorat est perturbé par l'acidification. Le sens olfactif de la sardine, par exemple, s'atrophie. Côté positif, elle est moins gênée si sa voisine fume. Côté négatif, elle boit un grand cru classé de Saint-Émilion, ça lui fait pas plus d'effet qu'un vin de table ordinaire. Conséquence, la prochaine fois, la sardine achètera un vin ordinaire. Résultat, effondrement des ventes des grands vins de Bordeaux. D'où chômage, précarité, baisse du pouvoir d'achat. Les chômeurs achètent moins de livres, les éditeurs sont ruinés, ils ne payent plus les auteurs, et c'est moi qui trinque en premier. C'est l'effet papillon. Oui. Sans compter que ce qui est vrai pour la sardine l'est aussi pour le mulet, pour l'anchois, pour le hareng, pour le maquereau, pour le rouget, et j'en passe. Au train où vont les choses, on n'entendra plus une maquerelle dire à son maquereau qui lui offre un bouquet de roses « comme elles sentent bon ». Elle dira plutôt « tes roses sont très belles, chérie, et je suppose qu'elles sentent très bon, parce que mon arrière-arrière-grand-mère me parlait de l'époque où les poissons avaient encore de l'odorat, et à cette époque, tous les poissons étaient d'accord pour dire que les roses sentent bon. Mais ce bon vieux temps est révolu,
Et quant à moi, je ne sens rien, disons plutôt presque rien, je perçois encore quelques fragrances florales, mais c'est très lointain, et avec l'acidification galopante, tu peux penser que dans 2 ou 3 générations, je ne sentirai plus rien du tout. Évidemment, répond l'autre, tu ne sentiras plus rien du tout puisque tu seras morte. La question n'est pas là, rétorque la première. Quand je dis que je ne sentirai plus rien du tout, je veux dire que les macros ne sentiront plus rien du tout. Nous aurons tous l'odorat atrophié. Sauf toi, puisque tu seras morte, reprend le macro au rose. Tu m'énerves, conclut la femelle, t'es d'une mauvaise foi totale. Tu fais semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Alors franchement, c'est pas la peine de m'offrir des fleurs si c'est pour chercher la dispute tout de suite après. Enfin bref, l'acidification, ça fait des sacrés dégâts un peu partout. Je vois ça. Simone, nous allons faire du recyclage cet après-midi. C'est pas dangereux au moins? Aussi, c'est dangereux, c'est très dangereux, mais je contrôle. Nous allons recycler tous les mots, toutes les phrases qui constituent ces justifications embarrassées, ces excuses frelatées, ces explications oiseuses que nous avions préparées au moment de nous mettre en infraction et qui finalement n'ont servi à rien puisque nous ne nous sommes pas fait pincer. Sois plus clair. Tu le sais bien, Simone, nous faisons tous ça, au moment de commettre une infraction, de faire une chose que nous savons interdite, par la puissance publique ou par un pouvoir privé, peu importe. Au moment où nous nous apprêtons à contrevenir à la règle, nous pensons tous à l'éventualité de nous faire prendre et réprimander par un gendarme, un policier, un vigile, un gardien, bref, un représentant de la règle. Et nous préparons dans nos petites têtes ce que nous lui raconterons pour justifier notre comportement déviant. Mais quand le gendarme ne vient pas, toutes ces explications n'ont pas d'utilité et nous les effaçons de nos disques durs. C'est cette matière-là, Simone, que j'entends, dans un esprit écologique, recycler ici. Par exemple? Un 2 roues dans un couloir d'autobus. Je pensais qu'il y avait une tolérance. Un voyageur sans titre de transport valable. J'ai vu que mon ticket passait pas, mais j'ai pensé que c'était la barrière qui marchait pas parce que le gars devant moi, il avait eu le même problème. Alors je me suis dit, c'est la machine qui se trompe. Un automobiliste qui grille un stop. Alors d'accord, j'ai pas vraiment marqué l'arrêt, mais presque. Je suis passé à 2 à l'heure maximum. Et puis, il y avait personne. Il est 3 heures du matin. Intrusion dans une propriété privée? Ah, c'est une propriété privée? Mais il y a des panneaux propriété privée? C'est possible, mais par où je suis passé, j'en ai pas vu. Un excès de vitesse? Ma fille est à l'hôpital, ils m'ont dit de venir en urgence, alors vous pensez, avec l'angoisse et le stress, mais c'est vraiment la première fois de ma vie que je dépasse la vitesse autorisée. Un feu rouge? Le gars derrière moi était si près, il me collait au pare-choc. J'ai eu peur qu'il me rentre dedans si je m'arrêtais. C'est pour ça que je suis passé. Abus d'alcool? Je comprends pas. J'ai bu que 2 verres, alors là, je comprends pas. Il est fiable, votre machin? Une carte de réduction qui a expiré. Faites voir. Ah oui. Alors là, c'est idiot. Hein. Je me suis pas rendu compte. C'est tout ça que tu vas recycler? Voilà, ça y est, c'est recyclé. Je viens de redonner vie à quelques-uns de ces jolis bobards inutilisés. La suite au prochain numéro. Ah bon? Il y a un prochain numéro? Première nouvelle, on ne m'a rien dit. Simone, j'aimerais faire une petite remarque à propos de l'appareil redoutable que les policiers et gendarmes appellent pompeusement éthylotest et que nous autres, les braves gens, appelons plus simplement alcotest. Ce machin qui sert à mesurer, avec plus ou moins d'exactitude et de fiabilité, le taux d'alcool contenu dans le sang de celui qui souffle dedans. À condition qu'il ait bien soufflé. Voilà. Les représentants de l'ordre font donc passer ce test aux automobilistes et autres conducteurs de véhicules à moteur pour vérifier que ces derniers n'ont pas consommé plus d'alcool que la loi ne l'autorise, auquel cas ils représenteraient un danger pour eux-mêmes et pour les autres. C'est bien ça. Dans ces conditions, Simone, veux-tu m'expliquer pourquoi ce contrôle ne s'applique qu'aux automobilistes ?
Pourquoi ne l'applique-t-on pas également aux chirurgiens, par exemple? Le chirurgien qui a trop bu et qui s'apprête à opérer met en péril la vie de son patient, non? Et le chasseur, déjà à jeun, il représente un danger certain. Mais quand il est bourré, ce qui est le cas le plus fréquent à ce qu'on dit, il est encore plus dangereux pour ses semblables. Pourquoi n'est-il pas soumis à l'alcotest? Tout comme un juge, ou même un avocat. Pourquoi ne leur fait-on pas passer l'alcotest lorsqu'ils s'apprêtent à juger ou à plaider? Ivre, il risque bien de commettre des erreurs susceptibles de nuire gravement à la personne jugée. Et l'homme politique? Dieu sait que son pouvoir de nuisance est grand si l'alcool lui a fait perdre la tête. Pourquoi tous les élus, tous les hauts fonctionnaires, et plus encore tous les ministres, et bien entendu le président de la République, pourquoi tout cela ne sont-ils pas soumis à des tests alcooliques inopinés, particulièrement au moment de prendre des décisions susceptibles d'impacter, comme on dit quand on est bilingue, d'impacter lourdement la vie des administrés? Ah oui, c'est vrai, pourquoi? Là, la question est parfaitement bien posée par Jean-Luc Coudray dans le dernier numéro du mensuel Fluide Glacial. Coudray écrit « Si cette mesure n'est pas appliquée, c'est parce que notre société refuse de voir en face l'horrible réalité. Nous sommes gouvernés, administrés, enfantés, éduqués, élus, protégés, gérés par des automobilistes. Je crains bien qu'il ait raison, et ça fait froid dans le dos. Pas que dans le dos, du reste. Tu n'aimes pas les bagnoles, de toute façon. C'est vrai. Je range l'automobile parmi les grands fléaux du monde moderne, au même titre que l'alcool, la publicité, la drogue, les armes à feu et la violence en général, la malbouffe, les religions, la maladie et le sport de compétition. Oui, je sais, Simone, je mélange tout. Je compare des choses qui ne sont pas comparables. Je mets sur le même plan des fléaux que la société combat résolument, comme la maladie, la drogue ou la violence, d'autres que la société combat mollement, comme l'alcool ou le tabac, et d'autres encore que la société n'est pas du tout décidée dans sa majorité à combattre. Oui, je mélange tout, joyeusement. Et tu veux savoir pourquoi? Oui, j'aimerais bien. Passe-moi l'alcotest, tu vas comprendre. C'est bien toi, Simone, qui m'a dit que tu avais des doutes sur Lionel. Des doutes, c'est beaucoup dire. Oui, enfin, on se comprend. Tu te poses, comme moi, la question de savoir s'il serait pas violent, si c'est pas le genre de gars qui bat sa femme. Mais tu sais, il n'y a pas que nous deux, hein. Tous dans la petite bande, on finit par se poser la question. Élodie me faisait remarquer l'autre jour qu'on n'a jamais vraiment su pourquoi ça avait cassé avec Nina. Bon, Lionel dit qu'ils se sont séparés d'un commun accord. C'est en tout cas ce qu'il a dit à Guillaume. Mais d'après Coralie, qui connaît bien Nina, c'est Nina qui est partie, et quand on lui a demandé pourquoi, à Nina, elle est restée dans le flou, comme s'il y avait quelque chose qu'elle ne voulait pas dire. Alors évidemment, on n'est sûr de rien, personne n'a été témoin direct de quoi que ce soit de franchement probant. Mais ensuite, quand on a appris que c'était fini entre Léonore et Lionel, c'est quand même la deuxième fois qu'une histoire de Lionel se termine brusquement, sans qu'on comprenne bien pourquoi. La troisième même. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai si tu comptes son histoire avec Sophie, qui n'avait duré qu'1 an et demi, d'accord. Mais c'est pareil, je me souviens qu'on n'avait pas eu tellement d'explications quand elle avait rompu. Et qu'en revanche, Camille et Antoine, qui ont toujours été très proches de Sophie, avaient noté une fois ou deux que Sophie avait des marques bizarres sur le visage, qu'elle attribuait à je ne sais quelle chute dans l'escalier de la cave. Mais c'est vrai que c'était troublant. Alors, c'est toujours pareil, on n'ose rien dire, on aurait trop peur d'accuser quelqu'un à tort de quelque chose d'aussi grave. Alors on ferme les yeux, on se dit un gars comme Lionel, c'est pas possible, c'est pas son genre. Mais à la fin, avec l'accumulation, on est bien obligé de se poser des questions. On pourrait les poser directement à Nina, ou à Léonore, ou à Sophie, mais je suis pas sûr qu'elles nous répondraient, par définition. Si elles n'ont rien dit sur le moment, c'est qu'elles n'avaient pas envie d'en parler. Peut-être parce qu'elles se sentaient plus ou moins coupables, fautives. C'est souvent comme ça. Ou alors parce qu'elles avaient honte, d'une certaine manière, d'avoir été amoureuses si longtemps d'un mec violent. Elles ont peut-être peur qu'on pense qu'elles y trouvaient leur compte dans cette relation violente. Ou alors on se trompe complètement, c'est peut-être tout à fait autre chose, va savoir. Peut-être que Lionel a des problèmes sexuels, va savoir. Il est peut-être impuissant. Ou alors il l'est devenu. Et il a demandé à Nina
ou Léonore, ou Sophie, de ne rien dire, de ne pas démolir ses réputations. Et comme ce sont des filles sympas, bon, Sophie un peu moins, mais Léonore et Nina, c'est vraiment ce qu'on peut appeler des filles sympas, alors elles ont accepté de ne pas ébruiter la chose. Et c'est tout à fait recevable, parce que, autant si le mec est violent, c'est plutôt un devoir de le faire savoir, pour que le mec arrête de faire du mal, pour protéger, si on peut dire, ses éventuels futurs partenaires. Autant, s'il est impuissant, c'est son problème. Et ses nouvelles conquêtes l'apprendront toujours bien assez tôt. Sans compter qu'un mec violent, tu peux être à peu près sûr qu'il va recommencer, mais un mec apparemment impuissant peut se révéler sexuellement à l'occasion d'une nouvelle rencontre. Mais là, dans le cas de Lionel, je pense pas que ce soit un problème d'impuissance, parce que je me souviens qu'une fois Isabelle, quand elle était bourrée, avait posé la question frontalement à Jérémy, qui est tout de même le grand confident de Lionel, et Jérémy avait fait une réponse étrange. Il avait dit « Je crois plutôt que c'est autre chose ». Alors, est-ce qu'il faisait allusion à des comportements violents ? C'est difficile de savoir, parce que... Bref, on ne sait rien. Voilà, c'est exactement ça, Simone. On ne sait rien. Simone, je voudrais te soumettre une question morale de la plus haute importance. À cette heure-ci, Ne t'occupe pas de l'heure et écoute plutôt. le chien plutôt? Simone, Quoi? cesse de faire obstruction. Ok. Tu rentres dans une église, ou une cathédrale, ou un temple, un lieu de culte, n'importe lequel. Une église, probablement, c'est ce qu'on trouve le plus souvent sur sa route. Je rentre. Et là, tu vois des cierges, vierges. Pas les cierges déjà allumés, mais les cierges neufs, avec leurs mèches bien blanches. Dans un grand bac à cases, des cierges de 3 ou 4 tailles différentes, et au-dessus de chaque casier est affiché un prix, le prix du cierge. D'autant plus élevé que le cierge est gros, et symétriquement d'autant plus bas que le cierge est petit. Petit au point de s'apparenter à une bougie. Et à côté du bac à cierge, un tronc, pour recevoir les offrandes associées au cierge. Je vois tout ça. Peu importe que tu sois croyante ou pas, mais mettons que tu ne le sois pas, le problème moral n'en sera que plus épineux. Tu prends un cierge, mettons un cierge moyen, un cierge à 2 €, prix indicatif. Tu le prends, tu ne mets rien dans le tronc et tu t'en vas avec. C'est mal. D'accord, c'est du vol. Maintenant, tu le prends, tu mets 2 € dans le tronc et tu t'en vas avec. C'est valable moralement ? Bah, Autre cas. Tu mets 10 € dans le tronc et tu emportes le cierge. 10 €, c'est 5 fois le prix indicatif. C'est plutôt une bonne affaire pour le curé. Mais moralement... bah, Bon alors, tu prends le cierge, tu l'allumes et tu le places parmi les autres sur la grande plaque à pointe, mais tu ne mets rien dans le tronc. Tu as bien rendu grâce au saint au pied duquel tu as dressé ton cierge, mais tu n'as rien donné. Moralement. c'est-à-dire que... Bon. Tu allumes et tu plantes le cierge à l'endroit ad hoc, mais tu ne mets dans le tronc qu'1,80 €. Moralement. Il manque 20 centimes. Mais... Autre cas de figure, tu mets 2 € dans le tronc et tu places le cierge parmi ses semblables, mais sans l'allumer. c'est bizarre. Je te demande pas si c'est bizarre, je te demande si c'est moralement valable. Ou même, tu mets 2 € dans le tronc, mais tu ne touches pas au cierge. Comme si tu te refusais à honorer le saint qui se réchauffe les pieds à la chaleur des cierges. C'est correct ? Ça doit dépendre de... Exactement. Maintenant, Simone, tu me demandais l'autre jour pourquoi je rentre si rarement dans les églises. Oui, pourquoi? Trop compliqué. Moralement, trop compliqué. Demain, Simone, c'est Mardi Gras, la fête du gras. Il faudra que tout soit bien gras. Tu commences par jeter tout ce que tu as d'allégé dans tes placards et dans ton frigo. Le fromage blanc 0% et la vinaigrette sans huile, poubelle. Qu'est-ce que je mange alors? Une tartiflette, c'est de saison.
Tu fais revenir dans 2 kilos de beurre fondu un demi-oignon, pas plus. Trop d'oignons tue la tartiflette. Puis tu incorpores 4 beaux reblochons fermiers et 1,5 kg de lardons décoinés. Chacun sa recette, mais moi, pour être plus sûr, j'ajoute 500 g de saindoux et un bon quart de litre de graisse d'oie. Une petite pomme de terre là-dedans pour exalter les parfums du gras, 30 minutes au four, et tu nous sers ça avec une belle assiette de frites et une bassine de mayonnaise. Un petit vin de Savoie pour accompagner? Non, il risquerait de dissoudre une partie des graisses. Non, plutôt un milkshake bien épais. Un milkshake à l'avocat, par exemple, qui se mariera très bien avec les pâtisseries orientales du dessert, les beignets de farine flambés au Grand Marnier et les bananes frites farcies au nougat. Ah, le beau mardi gras. Oui, à condition qu'il ne soit pas gras que dans l'assiette. Il faut ressortir des tiroirs tout ce que tu possèdes de plaisanteries bien grasses, que nous saluerons d'un rire bien gras lui aussi, ce rire ruisselant de lipides qu'on appelle le rire de betteravier. Si tu te surprends à court de plaisanteries grasses, n'hésite pas, en ce beau mardi, à recycler ton stock de blagues bien lourdes. C'est moins gras, mais ça facilite l'absorption du gras. J'ai oublié, je t'en demande pardon, de te parler de la décoration de table. C'est très à la mode. Un éventail de plantes grasses fera parfaitement l'affaire. Et après le repas? Attention surtout de ne pas t'agiter, tu risquerais d'éliminer des graisses. Non, prévois plutôt une bonne sieste digestive, au cours de laquelle tu liras le guide vert de la graisse en essayant de te concentrer davantage sur la graisse que sur le vert. En sortant de la sieste, il sera amplement temps de commencer à concevoir le dîner. Trio d'andouillettes au beurre blanc, fondue valaisanne au chorizo, petit feuilleté jambon roquefort aux cacahuètes et omelette norvégienne au concentré de pâte d'amande. Tu consommeras ce dîner non pas avec modération, ce serait criminel, mais en prenant garde toutefois de garder assez d'appétit pour faire honneur au fleuron du Mardi Gras, le défilé sur le coup de 22 heures des crêpes au Nutella, entourées pour la forme de quelques gaufres de Liège et d'un panaché de travers de porc au miel de tournesol. Ça existe, le miel de tournesol? Je suis pas certain, mais si tu n'en trouves pas, il te suffit d'allonger n'importe quel miel gras d'un bon litre d'huile de tournesol. Voilà, tu verras alors approcher minuit, qui sonne la fin de ce mardi gras, et il te restera 1 heure pour te vautrer devant ton poste de télévision, à regarder une émission bien grasse, c'est pas ça qui manque, en picorant quelques dés de foie gras préalablement trempés dans un aioli à la margarine. C'est une fête, le mardi gras. Oui, Simone, c'est une fête. C'est la fête du gras, qui tombe un mardi, et c'est demain. Youpi, demain, c'est la fête. Youpi, en effet. Ah, il n'y a rien à faire, Simone. J'ai beau enchaîner les cures de tilleul et les régimes à base de verveine dévervenée, je continue de sursauter chaque fois que quelqu'un dans une boulangerie demande une baguette en précisant « une baguette pas trop cuite ». Et selon mes relevés personnels, 56% des gens précisent « une baguette pas trop cuite ». Qu'est-ce qui te choque? Qu'est-ce qui me choque? Tu me demandes ce qui me choque, mais enfin, Simone, ne t'ai-je pas démontré 10 000 fois déjà l'absurdité d'une telle demande? Premièrement, toutes les baguettes d'une fournée donnée, d'une boulangerie donnée, ont subi la même cuisson. La différence minime qui pourrait exister entre 2 baguettes, en raison par exemple de leur position respective dans le four, n'est pas appréciable à l'œil nu et encore moins au goût. Deuxièmement, tous les boulangers de France, amplement avertis de la marotte obsessionnelle de la majorité de leurs clients, appliquent la même cuisson à leurs baguettes, à savoir une cuisson qui débouche sur des baguettes pas trop cuites. Ou plus exactement, des baguettes que les obsédés du pas trop cuit désigneront comme pas trop cuites. À tort. Non, ni à tort, ni à raison. Mais la vérité, c'est que cette notion de pas trop cuit est aussi floue que subjective. La baguette que tu trouves trop cuite, moi, je la trouve parfaitement cuite. Et à contrario, ta baguette idéale, je ne la trouve pas assez cuite. Le problème n'est donc pas de savoir si la baguette est effectivement trop cuite ou pas. La seule chose qui compte, c'est que la baguette soit cuite conformément au goût dominant que les maniaques appellent pas trop cuite.
D'accord, je comprends. Résultat de ce qui précède, Simone. Et là encore, les chiffres proviennent de mes observations personnelles. Résultat, 99,84% des baguettes vendues chaque année en France justifient la qualification de pas trop cuite. Tous les jours, dans toutes les boulangeries, toutes les baguettes sont cuites de la même façon. Le 0,16% qui manque représente les accidents de cuisson. Mais en dehors des accidents, toutes les baguettes sont les mêmes. Comment se fait-il, dans ces conditions, que 56% des gens continuent de demander, quand ce n'est pas d'exiger, une baguette pas trop cuite? Après quoi le boulanger ou la boulangère a le choix entre deux attitudes, soit ignorer purement et simplement la précision et prendre une baguette au hasard, une baguette qui par définition fera parfaitement l'affaire, soit faire mine de prendre en compte la précision et faire semblant de sélectionner parmi toutes les baguettes identiques une baguette qui mériterait plus que les autres l'appellation de pas trop cuite. Dans tous les cas, le client est content et moi de mon côté, je m'agace de cette précision qui ne rime à rien. D'ailleurs, si quelqu'un demandait une baguette pas assez cuite ou une baguette trop cuite, on ne pourrait pas lui donner satisfaction. Il n'y a pas de baguette comme ça. Elles sont toutes de la catégorie pas trop cuite. Mais à ton avis, pourquoi les gens se donnent-ils la peine de formuler cette précision absurde? Pour se singulariser. C'est une démarche narcissique qui signifie « je ne suis pas n'importe quel client, je ne suis pas comme tout le monde, je ne veux pas d'une baguette comme tout le monde, moi, je veux une baguette d'un genre particulier, le genre pas trop cuit. C'est comme ça, je suis comme ça, c'est mon truc, c'est moi, et tu discutes pas. » Voilà le message. Pas de quoi fouetter un chat, quand même. Ah, tu vois, toi aussi, Simone, tu parles pour ne rien dire. Parce que cite-moi une bonne raison de fouetter un chat. Une, si tu l'oses. Tu ne me diras pas le contraire, Simone, on peut faire tellement de belles choses avec les mots. Tu sais comme je les aime, les mots. Des mots pour dire, des mots pour écrire, des mots pour transmettre des idées, des histoires, des désirs, des paradoxes, des sensations, et bien sûr de l'amour. Ah, je le dis tout net, vive les mots. Pourquoi éprouves-tu le besoin de le dire? Ils sont menacés, les mots? Certains d'entre eux, oui, sont menacés d'extinction. Tu te souviens des rudes campagnes que nous avons menées de conserve il y a quelques années pour en sauvegarder quelques poignées. Mais ce travail a bien dû porter quelques fruits, et puis nous ne sommes pas seuls à nous préoccuper des mots. Tiens, pas plus tard que ce matin, Frédéric Mitterrand, notre ministre de la Culture et de la Communication, a donné le coup d'envoi de la désormais traditionnelle semaine de la langue française et de la francophonie. C'est un peu la fête des mots. Et le ministre a aussi remis le prix Raymond DeVos 2011 à un grand amateur de mots, un expert S-mots, Vincent Roca, qui est un ami très cher. Ah, tout va bien, alors. Oui, tout va bien. C'est donc le moment idéal pour montrer du doigt tous ceux qui utilisent ces outils magnifiques que sont les mots, non pas pour réaliser les jolies choses dont j'ai parlé tout à l'heure, mais seulement pour faire du bruit, pour dire des platitudes, pour débiter des lieux communs. Tu penses à quelqu'un en particulier? Un peu, mon neveu. Je pense, avec insistance, aux sportifs et aux journalistes sportifs. Voilà des gens qui, avec une régularité désespérante, gaspillent les jolis mots de notre langue pour exprimer... Non, pour ne rien exprimer, pour enfoncer infatigablement des portes ouvertes, pour radoter des clichés plus qu'éculés. C'est avec nos mots, nos jolis mots, que ces gens-là disent, avant chaque compétition, avant chaque match, des choses aussi originales et passionnantes que ce ne sera pas un match facile, on va essayer de jouer notre jeu, on va tout faire pour essayer de marquer des buts et en même temps pour ne pas en encaisser si possible. Tu vas me trouver bizarre, Simone, mais cette déclaration ne me surprend pas. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu un jour un footballeur déclarer « Ouais, c'est un match gagné d'avance et d'ailleurs, on n'a aucune stratégie, on va se laisser porter par l'humeur du moment. On est des branleurs, on n'a pas spécialement dans l'idée de marquer des buts, on n'en voit pas trop l'intérêt. Et du même coup, on ne voit pas du tout l'inconvénient d'en encaisser une dizaine. Bref, on y va plutôt pour perdre. Si on gagne, à la limite, tant mieux, mais on n'est pas plus motivé que ça. On s'en tamponne le coquillard, si vous voulez tout savoir. »
Ce serait rigolo d'entendre ça une fois de temps en temps. Ben oui, mais ça n'arrive jamais. Les sportifs et les commentateurs sportifs disent tous et toujours la même chose. Ils martèlent des évidences à longueur d'interview et ils font ça avec nos mots. Ils gaspillent des mots. Or, Simone, rien ne prouve que le stock de mots soit inépuisable. Si ça se trouve, les mots sont comme le pétrole. Ils existent en quantité limitée. Il arrivera un jour où les réserves planétaires seront épuisées. Et ce jour-là, on se mordra les doigts d'avoir laissé tant de gens gaspiller tant de mots. J'espère que ça se passera comme ça. Tu espères? Ben oui, parce que si cet épuisement du stock de mots n'arrive jamais, je me serais rendu moi-même coupable cet après-midi d'un lamentable gaspillage. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va se coucher, c'est plus prudent. Tu m'excuseras, Simone, si j'enfonce une porte ouverte, mais j'aimerais te dire ce que m'inspirent les événements qui secouent actuellement le monde arabe. Ces mouvements qu'on appelle parfois le printemps arabe, et qui promettent d'ailleurs de s'étendre bien au-delà du monde arabe. Oui, j'ai entendu parler de quelque chose, en effet. Bon, il y aurait 1000 commentaires à faire, mais je ne suis pas assez qualifié pour mettre mon grain de sel. Je m'en tiendrai à souligner ce que prouvent ces bouleversements et la façon dont ils sont survenus, à savoir que la grande révolution technologique du XXe siècle, ce n'est pas, comme on l'a tant cru, la télévision, non, c'est Internet. Bon, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est une belle invention, la télévision. Mais c'est une invention qui divise les hommes en deux catégories, ceux qui la font et ceux qui la consomment, passivement. En vertu de quoi, les dictatures ont eu tôt fait de mettre la télévision à leur service et le tour était joué. Avec Internet, ce n'est plus la même limonade. Les citoyens ne sont plus des consommateurs passifs, c'est eux qui font Internet. L'outil est au service de tous, et personne ne peut en prendre durablement le contrôle. Ça change tout. À mon avis, Simone, l'histoire retiendra qu'Internet, qu'on a tant décrié, et parfois à juste titre, qu'Internet a été un vecteur puissant de la démocratie. La télévision était et reste globalement un outil d'asservissement. Internet est un outil de libération. Et ensuite? Ensuite, rien. J'ai dit ce que je voulais dire. Je suis sans doute pas le premier à le dire, je suis pas le dernier non plus, mais ça ne m'interdit pas de le dire. La télévision a changé la vie des gens, Internet va changer la face du monde. Et ce constat, pour un peu trop catégorique qu'il soit, me conforte dans mon intention d'axer mon travail et mes projets personnels davantage sur Internet que sur la télévision. Tu connais ma rengaine. La télévision, c'est terne, c'est pâle, c'est figé, c'est affreusement formaté, c'est définitivement inféodé aux stupides lois du commerce et du profit. Bon, tu feras ensuite toutes les restrictions et nuances qui conviennent, mais pour moi, globalement, la télévision, c'est vieux. Internet, c'est moderne, c'est jeune, c'est libre, c'est innovant, c'est démocratique, c'est stylé. Et là encore, je te laisse le soin de nuancer le propos. Bon, tu sais comment on fonctionne, toi et moi. Redis-le pour être sûr. C'est simple. Moi, j'y vais au bulldozer, je mets les pieds dans le plat, je fonce dans le tas, je tire sur tout ce qui bouge, je travaille à l'emporte-pièce, j'assène des certitudes, j'agite des slogans, j'ignore royalement le dos de la cuillère, j'explose les barrières, je trace droit devant, je caricature. Et toi, Simone, toi, tu es mon modérateur, ma modératrice plus exactement. Tu es la sagesse, le recul, la voie de la raison, la mesure, la prudence, la circonspection, la retenue. C'est la dialectique structurante de notre duo de clowns. On est des clowns? Tiens, parfaite illustration de ce que je viens de dire. Moi, je schématise et toi, tu relativises. Moi, je dis qu'on est des clowns et toi, tu objectes que c'est un peu vite dit. Moi, je dis que la télévision, c'est nul alors qu'Internet, c'est génial. Tu m'écoutes gentiment et à la fin, tu conclus... C'est un peu vite dit. Voilà.
Là, franchement, Simone, je suis sidéré. On se bat en France pour l'égalité homme-femme, l'égalité des droits, l'égalité des salaires, la parité. Il semble que les choses aillent globalement dans le bon sens, même s'il y a souvent plus de bonnes intentions ou de promesses que de réalités. On a l'impression quand même que la cause fait son petit bonhomme de chemin. Et là, soudain, pour une des rares fois où une mesure concrète, stricte et d'application immédiate est annoncée, il s'agit de cette extravagante directive européenne qui, sous prétexte de non-discrimination, conduit les compagnies d'assurance à relever les cotisations des femmes automobilistes au même niveau que celles des hommes. On croit rêver. Tu l'as dit. Il ne m'était pas apparu jusqu'ici que les compagnies d'assurance soient très préoccupées de l'égalité homme-femme. Du reste, elles font probablement comme tout le monde. Elles payent mieux leurs salariés masculins que féminins, et ça ne les empêche pas de dormir. En revanche, quand l'idée d'égalité leur permet de multiplier par 2 les cotisations de leurs assurés femmes, là, d'un seul coup, les voilà très motivés par le combat féministe. Je ne sache pas non plus que les compagnies d'assurance soient des adversaires bien redoutables de la discrimination. À l'embauche, par exemple. Je n'ai pas de cas concret à citer, mais il serait bien surprenant qu'il n'en existe pas. Je pense que les compagnies d'assurance s'accommodent pas trop mal de la discrimination. Mais si d'aventure, la discrimination les empêche de se remplir un peu plus les poches, les voilà réveillés, les bougres, et haro sur la discrimination. Là, les compagnies d'assurance sont catégoriques. Il est inadmissible que les femmes ne soient pas traitées comme les hommes. C'est trop injuste. Il est urgent de doubler les cotisations payées par les femmes au volant. Et tant pis si cette mesure de salut public risque de faire exploser nos bénéfices. C'est un risque que les assurances sont prêtes à assumer, je pense. Je pense aussi. Et tout ça est d'autant plus sidérant que, s'agissant des salaires par exemple, on ne trouve pas beaucoup de bonnes raisons pour que les femmes soient moins bien payées que les hommes. Mais s'agissant d'assurance automobile, il est absolument incontestable que les femmes causent 2 fois moins d'accidents que les hommes. Les chiffres sont formels et indiscutables. Il est donc parfaitement logique et nullement discriminant que les femmes cotisent 2 fois moins. La discrimination consiste à distinguer entre des personnes de manière injuste et illégitime. Elle n'est donc pas avérée dans l'ancien système d'assurance. L'homme cause 2 fois plus d'accidents, il n'est pas discriminatoire de le faire cotiser 2 fois plus. La femme en cause 2 fois moins, il est normal qu'elle paye 2 fois moins. Et d'ailleurs, aucune femme ne s'était plainte de cette discrimination. Aucun homme non plus d'ailleurs. Les hommes ne seraient pas contre payer moins cher, c'est une chose, mais ça leur est bien égal que les femmes payent moins qu'eux. En revanche, pour les compagnies d'assurance, rien n'était plus pressé que de faire cesser cette odieuse discrimination. Je trouve ça ahurissant, Simone. La discrimination, tout le monde s'en fout, ou pas loin, mais quand il s'agit de faire son beurre, là, d'un seul coup, comme par magie, il devient essentiel de la traquer sans attendre, la méchante discrimination. Quelle tartufferie! Que veux-tu, mon cher? Ce que je veux, tu le sais bien, je veux que les idées mènent le monde plutôt que l'argent qui n'a pas d'idées. C'est ce que je veux, et je le veux tout de suite. Bonne chance. À cause, bien sûr, de l'épouvantable catastrophe qui frappe le Japon, on entend beaucoup reparler de l'échelle de Richter, qui avait pourtant su se faire un peu oublier depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010 à Haïti. C'est l'occasion pour moi, Simone, de faire 58 commentaires sur cette fameuse échelle. En avant. Premièrement, cette échelle, tout utile qu'elle soit ou qu'elle ait été depuis son invention par Charles Francis Richter en 1935, ne saura jamais rendre compte des tragédies humaines qu'elle illustre. La mesure de la magnitude d'un séisme, telle que la donne cette échelle, ne nous fournit qu'un chiffre sec et froid, presque abstrait, qui ne doit ni ne peut dissimuler l'horreur de l'événement. On est d'accord. Deuxièmement, l'échelle de Richter est une échelle logarithmique, comme celle des décibels. En l'occurrence, 1 degré de plus sur l'échelle correspond à une multiplication par 30 de l'énergie et par 10 de l'amplitude de mouvement. Ça ne tombe pas sous le sens, et c'est pourquoi j'ai cru bon de le rappeler. Merci. Au nom de tous les auditeurs, merci. Troisièmement, l'échelle de Richter est dépassée.
Il est du reste assez étonnant qu'elle soit aujourd'hui encore la favorite des médias et du grand public. L'échelle de Richter a été conçue pour mesurer l'amplitude des tremblements de terre californiens. En conséquence de quoi, elle n'est pas adaptée aux autres séismes. Bien plus pertinente et moderne est l'échelle de magnitude du moment, proposée en 1977 par Hiroo Kanamori. C'est ce que m'ont dit les spécialistes en tout cas. Il se peut qu'il se soit payé ma tête, mais j'ai plutôt l'impression qu'il parlait sérieusement. C'est pourquoi je me permets de te répéter tout ça. J'ai bien noté. Quatrièmement, j'ai du mal à croire que Charles Richter, qui menait, à ce qu'on sait, une vie plutôt normale, presque ordinaire, n'ait pas eu, un jour ou l'autre, besoin d'une échelle. Une bonne vieille échelle en bois avec des bons vieux barreaux du même bois. Pour atteindre, par exemple, une étagère un peu haute. Ou pour fixer une étagère un peu haute, qu'on ne pourra ensuite atteindre qu'à l'aide d'une échelle. Bref, il est quasiment exclu que Richter n'ait jamais, de toute sa chienne de vie, eu besoin d'une échelle. Et comme ce gars-là gagnait honnêtement sa vie, à ce qu'on sait, tout laisse à penser que le jour où il a eu besoin d'une échelle, et au pire dans les quelques jours qui ont suivi, Richter a fait l'acquisition d'une échelle conforme à ses besoins. En d'autres termes, Richter s'est rendu propriétaire d'une échelle, et dès lors, même si cet heureux propriétaire ne s'est pas donné la peine de baptiser officiellement son échelle, cette échelle a commencé de mériter le nom d'échelle de Richter. Illustration concrète, Simone. Edmond Branson a besoin d'une échelle pour fixer une étagère. Il va trouver son voisin, William Kelvin, pour le prier de lui prêter son échelle. Mais Kelvin n'a pas d'échelle. Il en avait une, mais elle a brûlé accidentellement en juillet dernier. Branson est bien embêté. Kelvin le sent. Il compatit, traverse un moment de perplexité, puis se souvient que son ami Charles Richter, qui habite à 3 maisons de là, possède depuis peu une échelle. Kelvin dit alors à Branson « Je ne peux rien faire pour toi, Edmond. Je n'ai plus d'échelle, elle a brûlé, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Mais il ne faudrait pas que tu sois bloqué dans ton projet d'étagère. Alors, tu pourrais emprunter l'échelle de Richter. Il en a une. Je le sais, il vient de l'acheter, il me l'a montré mardi dernier. Va chez lui de ma part. » Voilà, j'ai fini. 58 commentaires, tu avais dit. Ah, c'est ma langue qui a fourché. Je voulais dire 4. Alors le compte est bon. Tu y crois, toi, Simone, au cap des 7 ans pour un couple ? C'est-à-dire ? Tu sais bien, la théorie selon laquelle au bout de 7 ans d'existence, 7 ans d'amour de préférence, un couple franchit une étape décisive ou ne la franchit pas. C'est pas un peu une légende, ce truc-là ? Peut-être. Mais regarde Charlotte et Mathieu. Ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble. Ah, ça fait pas 7 ans. Ça fait 6 ans et demi. Ah oui, t'as raison. T'as raison, ils ont dû se mettre ensemble en octobre 2004, puisque je me souviens très bien que Mathieu a quitté Olivier en octobre 2002. Je m'en souviens parce que c'est le moment où Cathy, l'ex de Grégoire, a rencontré Yann. Et quand Mathieu a rencontré Charlotte, il a dit à Jérémy, confidentiellement, qu'il avait passé 2 ans tout seul après Olivia, avec laquelle il était d'ailleurs resté un peu plus de 8 ans. Comme quoi la loi des 7 ans, si elle est valable, ne s'applique pas précisément à Mathieu. Si ça se trouve, Mathieu est régi par une loi des 6 ans et demi. Un cap qu'il a franchi avec Olivia, pour buter ensuite sur le cap des 8 ans. Et là, justement, le revoilà confronté avec Charlotte au cap des 6 ans et demi. Et j'ai bien peur qu'il ne le franchisse pas. Pourquoi peur ? Oh oui, c'est vrai, t'as raison, ce serait pas un drame s'ils se séparaient. Ce serait même plutôt une bonne nouvelle pour Mathieu, parce qu'il a confié à Dorothée qu'il ne se sentait pas heureux avec Charlotte depuis quelque temps. Depuis Noël 2009, pour être exact, quand Charlotte a failli tromper Mathieu avec Arthur. Alors, certes, ça s'est pas fait. Ça, j'en suis convaincu, j'ai posé la question à Anaïs. Elle a été catégorique, il s'est rien passé. Et d'ailleurs, c'est Arthur qui n'a pas voulu concrétiser. Parce qu'il était avec Jeanne depuis 7 ans. Et il savait que si Jeanne apprenait quoi que ce soit, c'en serait fini tout espoir de franchir le cap. Alors il s'est tenu à carreau. Mais l'histoire a quand même fait quelques vagues, et d'après Fabien, c'est depuis cet épisode que Mathieu a perdu la confiance qu'il avait en Charlotte, et il n'a jamais réussi à passer l'éponge pour de bon. Tant pis pour lui. Oui, c'est vrai, t'as encore raison. Dans la mesure où il s'est rien passé, et même si c'est plutôt grâce à Arthur que grâce à Charlotte, mais dans ces conditions, ouais, si Mathieu se pourrit la vie sur la base d'une histoire qui n'a pas existé, c'est son problème. À moins
qu'il ait été rattrapé inconsciemment par la loi des 6 ans et demi, sa loi particulière, et que pour justifier son intention de ne pas franchir le cap, il ait, inconsciemment toujours, grossi l'histoire de Noël 2009, jusqu'à en faire un casus belli, alors qu'il avait bien dit à David et Sonia pendant leurs vacances 2010 à Saint-Paul-de-Vence que la parenthèse, ou plutôt la non-parenthèse, était parfaitement refermée et oubliée. Toujours est-il que leur couple donne des signes assez alarmants de déliquescence. D'ailleurs, à l'anniversaire de Tiphaine, Charlotte était là, bien sûr, elles sont copines depuis la fac, mais Mathieu n'y était pas. Alors qu'en principe, il s'entend très bien avec Tiphaine, et encore mieux avec son mari, le papa de Célestin. Ah oui, c'est vrai, j'y pensais plus. Il a 3 enfants, Jérôme. Les 2 avec Tiphaine, mais il a aussi Célestin qu'il a eu avec Géraldine. Exactement. Et le dernier de Tiphaine et Jérôme, le petit Martin, tu sais quel âge il a ? Non ? Il aura 7 ans la semaine prochaine. Ça fait réfléchir, non ? Si, bien sûr. Simone, j'ai entendu l'autre jour un démocrate déplorer qu'on ne parle pas assez des élections cantonales, qui auront lieu ces 2 prochains dimanches, 20 et 27 mars. Alors, comme tu es un bon démocrate, tu vas en parler. Tout juste. L'élection cantonale, Simone, permet d'élire les conseillers généraux, qui, une fois élus, constitueront le Conseil général, assemblée qui gère le département. Tu vois ce que c'est qu'un département, je ne reviens pas là-dessus. Je vois en gros. La durée du mandat d'un conseil général est de 6 ans. Les conseils généraux sont renouvelés par moitié tous les 3 ans. Attention, cette disposition ne signifie pas qu'on élit tous les 3 ans une moitié de conseiller général. Par exemple, les jambes et les pieds cette année, et dans 3 ans, la tête et le tronc avec les bras. Non. Ça signifie qu'à chaque cantonal, un conseiller sur 2 est renouvelé. L'autre le sera 3 ans plus tard. Il est renouvelé, ça ne veut pas dire qu'on lui achète des habits neufs et qu'on lui applique un soin gommant. Ça veut simplement dire qu'il doit laisser sa place, quitte à la reprendre au terme de l'élection. C'est lumineux. Depuis 1998, Simone, les élections cantonales ont lieu le même jour que des élections municipales ou régionales. Mais pas cette année. Une loi de 2010 prévoit en effet la suppression des conseillers généraux et des conseillers régionaux et leur remplacement par des conseillers territoriaux élus au niveau des cantons qui siégeront dans les 2 assemblées. La première élection de ce type aura lieu en 2014. C'est pourquoi le mandat des conseillers généraux élus cette année expirera exceptionnellement en mars 2014. L'élection cantonale qui arrive est donc la dernière du genre. Raison de plus pour y participer. Autre chose ? Oui, quelques détails de procédure. La circonscription électorale pour l'élection des conseillers généraux et le canton. L'élection a lieu au scrutin majoritaire uninominal, direct, à 2 tours. Un candidat est élu au premier tour s'il a obtenu la majorité des suffrages exprimés et si ceux-ci représentent au moins 25% des inscrits. Peut se présenter au second tour tout candidat ayant obtenu au premier tour un nombre de voix égal à au moins 12,5% des inscrits. Dans tous les cas, les 2 candidats arrivés en tête au premier tour et, quel que soit le résultat, peuvent se présenter au second tour. Enfin, le candidat élu au second tour est celui qui obtient le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité de suffrages, c'est le plus vieux qui gagne. Des questions ? Oui. Toi, tu es pour qui ? Dans quel canton ? Je sais pas. Dans le canton de Paris ? Il n'y a pas de canton à Paris. C'est la seule exception. Ah, je suis mal tombée alors. Dans le canton de Saint-Astier, en Dordogne, t'es pour qui ? Alors là, tu tombes bien. Mon opinion est faite. Je suis à fond pour le candidat ou la candidate qui fera montre des plus belles qualités. Compétence, honnêteté, assiduité, générosité. Et symétriquement, je suis contre les candidats véreux, s'il y en a, ceux qui sont à la fois malhonnêtes, incompétents, fumistes et égocentriques. Ok pour Saint-Astier. Et dans le canton de Saint-Doulchard, dans le Cher, t'es pour qui ? Simone, il y a plus de 4000 cantons, en comptant les départements d'outre-mer et Mayotte. Fallait le dire dès le début.
Je ne suis pas trop du genre nostalgique, tu le sais bien Simone, mais tu sais aussi que je regrette régulièrement le temps où les voyages, à travers la France ou à travers le monde, constituaient l'occasion unique de rapporter pour soi, pour sa famille ou pour ses amis, des produits locaux, des produits qu'on ne trouvait pas ailleurs que dans la ville ou le pays en question. Ce temps est révolu puisqu'aujourd'hui on peut trouver dans n'importe quelle grande ville les produits en provenance du monde entier. C'est dommage. Tu trouves pas ? Si. C'est à la fois bien commode et un peu dommage. Quand j'étais petit, mon père me rapportait des nougats de Montélimar, des sucres d'orge de Londres, des Tourons d'Espagne, du sirop d'érable de Québec, et par la suite du sel de Camargue, des piments du Chili, du fromage de Hollande, des figatelli de Corse ou de la bière de Munich. Maintenant, tout ça est disponible au supermarché du coin et un peu de la magie s'est envolée. Or, voilà-t-il pas que depuis quelque temps déjà, une notion nouvelle est venue à ma rescousse, la notion de kilomètres alimentaires. En version originale, les food miles. Ce terme exprime tout simplement la distance parcourue par les produits alimentaires depuis leur lieu de production jusqu'au consommateur. On en déduit l'impact environnemental, autrement appelé empreinte carbone, qui exprime la quantité d'émissions de CO2 générées lors du transport aérien, maritime, ferroviaire ou routier. Il y a l'exemple fameux du pot de yaourt aux fraises. Oui. Une officine allemande a pu montrer que si on prend en compte tous les déplacements impliqués dans la fabrication du pot en plastique, du couvercle en aluminium, de l'étiquette en papier, du lait, des ferments lactiques, de la confiture et de la distribution, ce simple pot de yaourt a nécessité 9115 km. Son empreinte carbone est désastreuse. De la même façon, il est écologiquement absurde, même si c'est par ailleurs très amusant, de manger des raisins du Chili ou des pommes de Nouvelle-Zélande. En vertu de quoi, Simone ? Ce n'est pas la nostalgie, mais la conscience écologique qui devrait nous conduire à consommer exclusivement des aliments produits à proximité de chez nous. De cette façon, les produits rapportés par les papas voyageurs, par les copains voyageurs, par les cousins globetrotters, redeviendront exceptionnels et par voie de conséquence plus savoureux, gustativement et intellectuellement. Tu es locavore, donc. Je ne suis pas encore officiellement converti, mais je suis assez séduit, c'est vrai, par ce mouvement né aux États-Unis qui préconise de consommer de la nourriture produite dans un rayon de 160 km autour de chez soi. On reste omnivore, car on ne se refait pas, mais omnivore localement, locavore donc, comme tu l'as dit, pour éviter le gaspillage et protéger la planète. Ça me paraît malin comme démarche. D'autant plus que tout ça est facultatif. Tu peux continuer à gaspiller si tu estimes qu'il y va de ta liberté. Le locavorisme est un choix personnel. Ton choix ? Je vais faire des efforts, Simone. Je vais même tenter l'été prochain une expérience d'hyperlocavore. L'hyperlocavore est quelqu'un qui ne consomme que des aliments produits dans un rayon de 9,50 m autour de chez lui. Les radis du potager, le miel de la ruche, les œufs du poulailler, l'eau du puits et les fraises des bois qui poussent spontanément près du garage. Tu vas faire ça tout l'été ? Non, je ne suis pas fanatique. Il s'agit d'une simple expérience qui pourra ou non être prolongée en fonction des résultats sur la santé de la planète. Non, je vais faire ça 10 minutes. Mais 10 minutes d'hyperlocavorisme intégral. Tu veux en être ? Si c'est pour la planète... Tu le sais, Simone, je m'efforce régulièrement de ne pas faire les choses comme tout le monde. Ce en quoi j'affiche une grande banalité, car tout le monde, à titre déclaratif du moins, s'efforce de ne pas faire comme tout le monde. Et il arrive même un moment où, pour ne pas faire comme tout le monde, il faut faire comme tout le monde. C'est un casse-tête. On ne dit pas une prise de tête, plutôt ? C'est possible. Quoi qu'il en soit, je suis soucieux de me démarquer aussi souvent que possible, et particulièrement au moment d'entamer une conversation avec toi. C'est la raison pour laquelle nous allons parler aujourd'hui de Georges Cadoudal. Sans rire. Oui, sans rire. Parce que nous sommes quasiment certains d'être les seuls au monde aujourd'hui à parler de Georges Cadoudal. Ce grand général chouan,
maréchal de France à titre posthume, qui commanda l'armée catholique et royale de Bretagne. Cadoudal est en effet né un 1er janvier. Et nous ne sommes pas le 1er janvier. Il est né en 1771. Nous sommes en 2011. Ce n'est donc ni le bicentenaire, ni le tricentenaire. Cadoudal est né il y a 240 ans. On ne sera pas nombreux à relever l'événement. Georges Cadoudal est mort guillotiné un 25 juin. Et nous ne sommes pas le 25 juin. C'était en 1804. Il y a donc 207 ans. Rien qui saute aux yeux. Il est né à Brech, non loin d'Auray, entre Vannes et Lorient, et à ma connaissance, il ne s'est rien passé de très saillant à Brech depuis un bout de temps. Il y a bien une petite chose qui relie Cadoudal à l'actualité, c'est qu'en prison, il s'est lié d'amitié avec un gars nommé Dallègre de Saint-Tron. Et Claude Allègre est passé la semaine dernière à la télévision. Mais je pense que personne n'a fait le rapprochement. De mon côté, tu peux être tranquille. Parfait. Bon, c'est pas tout ça, Simone, il nous reste à dire quelque chose de concret à propos de Georges Cadoudal. On lui prête un bon mot à l'occasion de son arrestation, une arrestation mouvementée au cours de laquelle un inspecteur de police, père de 3 enfants, perdit la vie. Quand on lui reprocha les 3 orphelins, Cadoudal répliqua avec esprit « La prochaine fois, faites-moi arrêter par des célibataires ». Et puis, quand, à l'issue d'un procès expéditif, Georges Cadoudal fut condamné à mort, le pouvoir en place tenta de le convaincre d'introduire un recours en grâce, que Bonaparte, disait-on, aurait volontiers accordé. Mais notre héros, du haut de ses 33 ans, répondit au conseiller d'État qui le pressait de signer son recours « Me promettez-vous une plus belle occasion de mourir ?» Une forte tête, ce Cadoudal. Une forte tête qui finit quand même sa course dans un panier. Bref, si j'ose dire. Nous avons parlé de ce bonhomme dans le but de nous démarquer, dans l'intention avouée d'être les seuls sur le coup. Il ne nous suffisait pas de ne pas parler de ce dont tout le monde parle, nous voulions parler de ce dont personne ne parle. Et à cet égard, Cadoudal était, je crois, un bon choix. Mais il serait sage à présent que nous fermions rapidement le banc. Faute de quoi, les foules qui nous écoutent vont se passionner pour le grand chouan. Et tous les dîners en ville de ce soir résonneront des exploits passés et des bons mots du général. Non seulement nous y perdrions l'exclusivité, mais nous nous serions fourrés rétrospectivement dans le piège que nous voulions éviter, celui de parler d'un gars dont tout le monde parle. D'accord. Donc on est malin, on ne parle plus de Cadoudal. De qui ? Cadoudal. Connais pas. Le croiras-tu, Simone, j'ai sursauté l'autre soir en regardant le journal télévisé. Il y a de quoi sursauter en ce moment. Oui, c'est vrai, mais là c'est un peu particulier. J'ai sursauté parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas sursauté. C'était le moment où, comme chaque soir depuis le 30 décembre 2010, le présentateur nous rappelait que les reporters Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, dont la photographie apparaît alors en arrière-plan, sont toujours retenus en otage en Afghanistan. Je ne saurais pas citer la phrase exacte, mais c'est quelque chose comme « Cela fait 443 jours que nos confrères Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier et leurs 3 accompagnateurs sont retenus prisonniers en Afghanistan. Nous pensons à eux ainsi qu'aux autres otages français dans le monde. » Et j'ai tellement entendu cette phrase. Je ne l'ai pas entendue 443 fois, mais je l'ai entendue à chaque fois que j'ai regardé un journal télévisé. Donc souvent. Et voilà, Simone, comme on s'habitue à tout, même au pire, je m'étais manifestement habitué. Le présentateur l'a peut-être dite un peu machinalement ce soir-là, cette phrase rituelle. Du coup, elle est entrée par mon oreille gauche et ressortie aussitôt par mon oreille droite, sans passer par mon cerveau. La preuve que si. Oui, mais j'ai failli ne pas réagir. J'ai été à 2 doigts de la surdité. C'est ça qui m'a fait sursauter finalement. Que nous perdions, avec le temps, notre capacité d'indignation. Et je ne le dis pas pour faire plaisir à SL. D'un côté, des gars qui vivent un enfer, des prisonniers innocents, coupés du monde et de leurs proches, des gars pour lesquels chaque jour supplémentaire est une éternité, et de l'autre, nous, qui finissons, à force d'habitude, par accepter peu ou prou l'état de fait. Je ne te dis pas que nous pourrions, à notre échelle, faire grand-chose de plus, mais
Je suis frappé de constater qu'avec le temps et la répétition, les drames les plus épouvantables perdent leur sens, que leur dimension humaine et leur réalité nous filent entre les doigts. Comme quand on me dit que 443 personnes sont mortes ce mois-ci sur nos routes. C'est 3 de moins que le mois dernier, mais 8 de plus que le mois d'avant. Un quart de seconde d'indignation, et je me rendors. Un problème chasse l'autre, il y a du malheur partout. Je me sens impuissant, et d'ailleurs je le suis quasiment, alors à quoi bon ? Tu vois, la quantité du malheur et sa permanence finissent par venir à bout de notre vigilance. Guéquière et Taponnier sont toujours otages. Oui, je sais, je suis au courant. Ça fait combien de jours déjà ? 226 ? Plus ? 447 ? Ah, oui, dis donc, on dirait pas, hein. Comme le temps passe. C'est pas très gai, ton histoire. Non, c'est même un peu sinistre, mais telle est notre condition. Nous recevons des tonnes d'informations, souvent dramatiques, et que pouvons-nous faire de ces informations ? Bien peu de choses. Donner un peu d'argent par-ci par-là, dans la mesure de nos moyens, et puis surtout compatir. Mais l'accumulation des tragédies épuise et tarit peu à peu notre capacité compassionnelle. Et alors, que nous reste-t-il ? Bon, même pas les yeux pour pleurer, nous n'avons plus de larmes. Que faut-il faire alors ? Que faut-il faire ? Eh bien, Simone, je vais te faire une réponse très claire, que tu n'es pas prête d'oublier. Que faut-il faire ? Je ne sais pas. Passe-moi le Prozac alors. Ah, j'ai déjà fini la boîte.